Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI1, il est 13 h, bienvenue dans votre journal. François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale française, est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il a été reçu hier en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Leur entretien a porté essentiellement sur la coopération sécuritaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et puis ce braquage à la Kalachnikov hier lundi dans le marché de Gros de Boaké. Bilan, un mort et une dizaine de blessés. C'est l'œuvre de deux individus à moto après qu'ils ont braqué un acheteur de noix de cajou qui venait de retirer dans une banque 20 millions de francs CFA et qu'ils avaient suivi. Au Burkina Faso, c'est un procès très attendu qui s'ouvre ce mardi. C'est celui des responsables présumés du coup d'État de 2015. Des militaires de la garde présidentielle avaient tenté cette année-là de prendre le pouvoir et de renverser le gouvernement de transition. Le président du Parlement français est en visite en Côte d'Ivoire. François de Rugy a été reçu hier en audience par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République. Leur entretien a porté essentiellement sur la coopération sécuritaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jérôme Kofi Abola. Le président du Parlement français ce lundi devant le président de la République de Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit par les deux personnalités pour échanger longuement sur les relations bilatérales. Selon le président de l'Assemblée nationale de la France, un accent particulier a été mis sur le volet sécuritaire. Nos deux pays ont des relations bien sûr anciennes, mais je crois que depuis quelques années, grâce au président Ouattara, à son action à la tête de la Côte d'Ivoire et aux échanges que nous avons dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine de la sécurité, qui est très important pour nous, eh bien, ces échanges sont très fructueux entre la France et la Côte d'Ivoire et ils contribuent aux intérêts mutuels de la France, de l'Union européenne, je crois, on peut le dire, au-delà, et de la Côte d'Ivoire, et là aussi au-delà pour toute la région ici ouest africaine. Pour le président de l'Assemblée nationale de la France, c'est un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, sans tenir compte du caractère privé de son séjour en Côte d'Ivoire, ce qui lui fait dire que cette rencontre constitue à ses yeux une occasion d'apporter sa modeste contribution au renforcement des relations historiques entre les deux pays. Et pendant ce temps, Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, recevait successivement les ambassadeurs de l'Égypte et du Canada. Lors de leurs échanges, les diplomates ont mis en avant les relations diplomatiques que leurs différents pays entretiennent avec la Côte d'Ivoire. Selon Mohamed El Hamzaoui, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, les relations entre les deux pays sont excellentes, tout comme celles entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de son côté, a présidé hier le tout premier séminaire gouvernemental sur la communication. Une réunion pour tenter de mettre en place une stratégie nouvelle de communication pour permettre aux populations de savoir ce que fait l'État, mais aussi renforcer le dialogue social. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Rendre plus efficace la communication du gouvernement, voilà l'essence du séminaire qui s'est tenu ce lundi à Abidjan. Une rencontre pour peaufiner de nouvelles stratégies et trouver les moyens de créer une plus grande proximité avec les populations. Nous notons beaucoup de critiques et interpellations à l'endroit du gouvernement. Cela nous oblige à mettre en place une communication gouvernementale solide et surtout à y intégrer les nouveaux médias, à savoir les réseaux sociaux. Cette communication doit refléter une grande humilité et de la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, afin que ceux-ci se reconnaissent en nous. Car il faut le savoir, communiquer, c'est engager vers et pour l'autre. C'est créer donc de la sympathie. Il s'agit d'une part de mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes, et d'autre part d'expliquer et faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement afin qu'elles se les approprient. Pour le Premier ministre, c'est un véritable défi pour le gouvernement d'adapter sa communication aux enjeux actuels et futurs, renforcer le dialogue social susceptible de mieux valoriser les résultats et progrès enregistrés dans le pays. La communication gouvernementale doit à cet effet proposer des actions spécifiques susceptibles de redynamiser et rendre plus efficace le message adressé à la population. Ces actions de communication doivent s'inscrire dans le cadre de communication globale du gouvernement, dont le CICG a la responsabilité sous l'autorité du Premier ministre.
Il s'agit aussi de renforcer le dialogue social à travers des actions de communication ciblées, en nous mettant davantage à l'écoute des populations. L'efficacité de la communication gouvernementale requiert surtout l'implication de l'ensemble des ministres. Les travaux du séminaire devront permettre donc d'élaborer un document de stratégie globale avec des actions spécifiques et des cibles bien définies. Je vous le disais en titre, un braquage à la Kalachnikov dans le marché de Gros de Boaké a fait un mort et une dizaine de blessés hier lundi. Et 2 individus à moto armés de fusils d'assaut ont braqué à son arrivée au marché un acheteur de noix de cajou qui venait de retirer dans une banque 20 millions de francs CFA et qu'ils avaient suivi. Les malfaiteurs ont été pris en chasse par la foule alors qu'ils tentaient de s'enfuir à moto. Ils ont alors ouvert le feu pour couvrir leur fuite, tuant ainsi un marchand d'igname et blessant 14 autres personnes. Kader Sogodogo. Marché de Gros de Boaké. Lundi, en fin d'après-midi, un commerçant d'igname revient de la banque à bord de ce véhicule. Il est surpris par 2 individus armés. Il sera dépossédé de son argent. 20 millions de francs CFA au total. Une balle est logée dans son cou. Je suis quitté à la banque pour faire des retraits. Venir rentrer au magasin, au marché de Gros, quoi. Devant le magasin, où j'ai vu ça tirer derrière moi. Donc, c'est par là il a tiré sur moi. Il y a un monsieur qui tenait une Kalachnikov. Donc, il tirait partout. La balle est là. Mon petit frère qui était venu prendre le sac pour envoyer dans mon bureau, lui aussi, c'est lui qui l'ont tiré premièrement même. C'est sur lui qu'ils ont tiré premièrement. Et les tombés, ils ont pris le sac. Les 2 braqueurs, assaillis par les commerçants, décident d'ouvrir le feu avec leur Kalachnikov pour pouvoir s'enfuir. Le bilan est lourd. 1 mort et 14 blessés par balle. Des blessés pris en charge au CHU. Quand ils ont fait l'opération, les gars partaient, ils ont commencé à tirer pour aller. C'est là, la balle nous a pris jusqu'en haut là-bas. C'était violent. Selon les commerçants, depuis plusieurs mois, le marché de Gros connaît une insécurité grandissante. Certainement que le conseil d'administration trouvera des solutions. En attendant, les autorités policières ont ouvert une enquête pour retrouver les 2 braqueurs en fuite. Reportage signé Kader Sogodogo. Parlons à présent du contrat de désendettement et de développement et de son exécution. Voilà 5 ans que la Côte d'Ivoire et la France se sont engagés à répondre aux besoins primaires des populations dans les secteurs de l'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, l'assainissement, les infrastructures, le transport et la justice, des secteurs dans lesquels 83% des projets ont été réalisés. L'information a été donnée par le président du comité technique bilatéral lors de la revue sectorielle 2017 des projets du C2D, Francis Boifo. Contrat de désendettement et de développement C2D après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. 2 accords signés entre la Côte d'Ivoire et la France entre 2012 et 2017 pour un montant global de 1151,25 milliards de francs CFA. Sur ce montant, on a eu des décaissements, effectivement, en termes de ressources injectées dans notre économie, à travers donc des prestations diverses dans les secteurs de concentration de 708 milliards de francs CFA. Nous avons un taux de réalisation de 83% en termes de projets. 5 ans après, les experts français et ivoiriens se retrouvent pour dresser un bilan et relancer la coopération en termes de développement. Au-delà de cette performance, disons, globalement satisfaisante, nous puissions trouver les moyens d'aller encore plus vite. Les points d'attention, ils peuvent être énumérés, et j'en vois 3 principalement. La qualité d'exécution de ces projets, les délais aussi, qui sont parfois longs, peut-être trop longs, donc cet accent doit être mis aussi sur cela. Et puis un sujet important, la visibilité à travers la communication. Le contrat de désendettement et de développement C2D a été signé pour répondre aux besoins primaires des populations dans les secteurs de l'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, l'assainissement, les infrastructures, le transport et la justice.
Comme chaque année, Bruno Nabagné-Koné a fait hier le bilan des activités du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Il ressort de l'exposé du ministre qu'en 2017, le numérique a réalisé de bonnes performances, contrairement à la presse écrite qui, elle, souffre du rétrécissement de son marché. La Poste, pour sa part, commence à relever la tête. Lanciné Bakayoko. 2017, une saison abondante pour l'économie numérique, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné. Au niveau de la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés a franchi la barre des 30 millions avec des tarifs bien étudiés. L'Internet, quant à lui, enregistre 17 millions d'abonnés pour un taux de pénétration de 72%. Beaucoup de travail a été fait qui permet aujourd'hui d'avoir une offre relativement abondante au niveau de la disponibilité des réseaux et services, en termes de conditions d'accès au réseau et aux services, en termes de coûts, en termes de qualité de service, en termes de sécurité des biens et des personnes. Pour le secteur de la communication, la libéralisation de l'espace audiovisuel est quasiment achevée. La presse écrite, elle, traverse de réelles difficultés du fait de la menace du numérique et de l'émiettement continu des parts de marché. Symbole de cette presse écrite qui se cherche, Fraternité Matin. Pour l'organe d'État, le gouvernement a mis en place un plan de redressement, son coût 10 milliards de francs CFA, sous forme d'abandon des créances et de charges sociales, d'apport en numéraire. Un plan social a été validé qui prévoit le départ d'au moins 110 travailleurs, soit le tiers des effectifs. Aujourd'hui, c'est tout le modèle économique de la presse écrite qui est à repenser en profondeur. Le gouvernement accorde sa confiance à l'ensemble de la presse, aux professionnels, aux responsables, et il est pleinement disposé à accompagner toutes les actions allant dans le sens du développement du secteur de la communication et allant également dans le sens de l'épanouissement des acteurs du secteur de la communication. Du côté de la Poste de Côte d'Ivoire, elle également en eau trouble il y a quelques années, l'espoir renaît grâce aux nombreuses réformes engagées. Des réformes qui permettent une meilleure régulation du marché. On peut dire que 2017 aura été un tournant qui nous a permis d'apprécier la capacité de la Poste de Côte d'Ivoire à intégrer la nouvelle dimension des offres de services postaux et qui nous a permis également justement d'apprécier la capacité de cette Poste de Côte d'Ivoire à se relancer véritablement. En termes de perspectives pour 2018, le gouvernement entend poursuivre les projets d'infrastructure en cours, notamment en matière de gouvernance électronique et de numérisation intégrale de la chaîne des valeurs de la production télévisuelle. Encore un prix pour la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le journaliste Michel Digré, encore lui, me direz-vous. Eh bien, notre Michel Digré vient de remporter le prix du concours de lutte contre l'apatridie, une distinction qui récompense le journaliste ayant produit le meilleur reportage sur cette thématique. Ce prix est une initiative du HCR et du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Le reportage d'Olivier Iriebi dans un commentaire d'Erwan Guivet. Digré. Michel Digré. C'est l'enquête du journaliste Michel Digré de la RTI qui a fait l'unanimité au sein du jury sur la centaine de productions évaluées. Il remporte ainsi le premier prix du meilleur journaliste pour la lutte contre l'apatridie. Je suis content parce qu'il y a eu une émulation et un nombre important de professionnels de médias qui se sont mobilisés, qui ont participé à ce prix. Et je crois que ce soir, c'est éloquent. Sa production décrypte la problématique de la non-déclaration des naissances à l'état civil et les risques d'apatridie auxquels sont exposés les concernés. Dans les zones dites centre-nord-ouest, plusieurs accouchements sont faits à domicile par des matrones, avec souvent beaucoup de complications. En fait, qu'aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents.
En recevant ce prix, on est fiers parce que cela voudrait dire que le travail qu'on a battu n'a pas été vain. C'est une production qui a nécessité 10 ans de tournage. Quand on a atteint ce niveau de production, ce qui nous anime, c'est beaucoup plus l'humilité parce que les téléspectateurs attendent beaucoup en termes de professionnalisme, en termes de qualité de production. Il faut se remettre à chaque fois en cause pour essayer de satisfaire les téléspectateurs. Ce trophée est le 6e d'affilée de Michel Digré, après les prix Ebony décrochés dans plusieurs catégories de 2013 à 2017. Le journaliste est par ailleurs chef du service politique et actualité internationale de RTI 1. Toutes nos félicitations donc à Michel Digré. L'Essor ivoirien, vous connaissez peut-être, c'est un bi-hebdomadaire qui traite des informations générales. Après un an d'existence, ce journal fait son petit bonhomme de chemin dans le monde de la presse écrite. Les responsables de l'Essor ivoirien se sont retrouvés récemment pour faire le bilan de l'année écoulée. Davis Oyo, Issa Chonayeo. Un an déjà sur le marché des journaux en Côte d'Ivoire, l'Essor ivoirien a su captiver le lectorat par ses dossiers, ses reportages et donner de la visibilité aux activités du chef de l'État. Il faut le dire, pendant un an d'existence, ce n'est pas du tout facile pour un éditeur, surtout lorsqu'on est dans la presse privée. Et pendant les 12 mois d'affilée, le journal L'Essor ivoirien a toujours été présent dans les kiosques. Nous avons mené des grandes enquêtes politiques. On a suivi le programme du gouvernement et nous avons fait des reportages en société, en politique. Le représentant du parrain, Joël Nguessan, a mis à profit cet instant pour prodiguer des conseils aux journalistes. Quand vous avez un État qui met l'accent sur le soutien effectif à la presse, quelles que soient les obédiences, quelles que soient les opinions politique au niveau de la presse et des médias, c'est d'être dans le respect de notre éthique et de notre déontologie. Créé le 2 février 2017, ce bi-hebdomadaire ambitionne d'être l'un des leaders de la presse ivoirienne en matière d'information au cours des prochaines années. La politique foncière est un point important dans la mise en œuvre du PENIA, le Programme national d'investissement agricole, deuxième génération. Pour aider la Côte d'Ivoire à bien mener sa politique foncière, la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque africaine de développement lui apportent leur soutien technique à travers le projet dénommé l'Initiative politique foncière, dont les travaux ont démarré en juillet dernier. Ce mardi, il a été organisé à Abidjan, à l'initiative de ces institutions, un atelier de validation du budget de la politique foncière de la Côte d'Ivoire confié à l'Agence du foncier rural. La structure pourrait démarrer ses activités cette année avec 8 milliards de francs CFA. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, en collaboration avec l'Institut international d'agriculture tropicale, a organisé hier une rencontre d'experts de la culture de l'igname. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Africa Yam, avec pour objectif de valoriser et d'améliorer la productivité des espèces d'igname en Côte d'Ivoire. De nouvelles variétés d'igname à fort rendement ont ainsi été présentées par les chercheurs au cours de cette rencontre. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Vivrière en Côte d'Ivoire, l'igname voit son développement affecté par de nombreuses contraintes liées aux attaques de parasites ou à la faible productivité du matériel végétal. Les chercheurs ivoiriens ont ainsi développé de nouvelles variétés qui permettent aujourd'hui de lutter contre la baisse de productivité de l'igname. Nous avons pu créer de nouvelles variétés qui sont plus résistantes aux maladies, qui sont de bonne qualité culinaire et qui n'ont par exemple pas de point noir. Nous avons aussi des variétés qui ont de bons rendements. Les rendements actuels vont autour de 6 tonnes à 10 tonnes hectares. Aujourd'hui, nous avons des variétés qui peuvent aller jusqu'à 30 tonnes hectares. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire a intégré le projet Africa Yam, dont l'objectif est d'accroître le rendement et d'améliorer la qualité de l'igname. Trouver de nouveaux types d'igname qui soient de bonne qualité culinaire, qui sont résistantes aux maladies et qui répondent aux besoins des utilisateurs. La production d'igname en Côte d'Ivoire est estimée aujourd'hui à 6 millions de tonnes. Elle représente à elle seule 31% de la production totale de vevriers du pays.
Parlons encore agriculture, mais cette fois loin de chez nous. Hier lundi, au 3e jour du SIA 2018, le Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles, des experts ont réfléchi à la question de l'agriculture biologique. Alors, qu'est-ce que l'agriculture biologique et quel est son impact socio-économique? Élément de réponse avec Noël Niagno, un de nos envoyés spéciaux en France. Écologie, ça veut dire mieux produire sans utilisation de pesticides et sans utilisation d'engrais. De l'avis des experts, l'avenir de l'agriculture passe par cette combinaison. En France, la Drôme a réconcilié ses avantages écologiques avec l'agriculture biologique. Mais actuellement, les agriculteurs conventionnels, ils sont très mal à l'aise parce qu'on leur dit « vous nous empoisonnez avec vos pesticides ». Vous mettez beaucoup d'engrais, de l'azote qui pollue les nappes phréatiques ou les rivières. Et donc, c'est une manière de donner la perspective aux agriculteurs et paysans pour construire l'avenir en ayant une meilleure alimentation et en tenant en compte de toute la richesse de nature. Il faut aller au-delà de la Drôme et préparer les générations futures à la découverte de l'agriculture bio. Seulement, voilà, cette agriculture a un prix qui ne freine pas l'ardeur des consommateurs qui acceptent de payer plus cher pour manger mieux. Le bio demande beaucoup plus de travail, donc il revient plus cher. Mais en France, la mentalité elle revient à manger des produits sains et de proximité et de saison. Et comme on a l'ensemble de ces trois facteurs, ça fait que maintenant, les gens, tant pis, ils se sacrifient un peu, mais ils préfèrent acheter sain, bon. En 2017, le marché bio français s'est porté à 8 milliards d'euros, en hausse de 11,9% par rapport à 2016. Parallèlement, les parcelles consacrées à l'agriculture biologique a fait un bond de 15%. Pour Dr Sangaré Abdourahmane, directeur général adjoint du CNRA, Centre national de recherche agronomie de Côte d'Ivoire, c'est un retour aux sources de la pratique agricole africaine. Problème, cette agriculture risque de faire long feu devant les exigences de l'heure. L'agriculture biologique est une pratique traditionnelle. C'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. Mais le problème, c'est le niveau de production, la productivité de cette agriculture. Devant un monde où la population va grandissante, il est difficile de faire face à ces défis, surtout pour nous qui avons le défi de nourrir une grande population. D'où la question, est-ce que l'agriculture bio permettra-t-elle de prendre la main sur l'avenir ? De retour ici en Côte d'Ivoire, elles sont réunies au sein de 5 associations. Ce sont les femmes du quartier Bessé dans la commune d'Abobo. Samedi dernier, elles ont rendu hommage à Dominique Ouattara, une occasion pour remercier la première dame de Côte d'Ivoire pour son humanisme envers ces nombreuses femmes qui ont bénéficié du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Christ Diomandé et Ouattara Amadou Walter. Elles sont venues de plusieurs sous-quartiers de Bessé dans la commune d'Abobo pour célébrer la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ces femmes issues de plusieurs associations ont bénéficié du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Un fonds créé par la première dame Dominique Ouattara, objectif aider les femmes à entreprendre et à exercer des activités génératrices de revenus. Cette célébration s'est faite dans une ambiance de gaieté. Signe de reconnaissance à l'égard de la bienfaitrice au grand cœur. On remercie la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour le fonds qu'elle nous a remis. Vraiment, nous sommes très contentes. Au début, je vendais dans une cuvette sur la tête. Maintenant, j'ai réussi à faire un conteneur où je vends des pagnes. Donc vraiment, je lui dis merci. Mon commerce de bois, là, ça marche beaucoup à cause des fonds de Mme Dominique Ouattara. Avec elle, nous avons vu que ce qu'elle a dit, l'acte a suivi la parole. Le parrain Brahima Ouattara n'a pas manqué de mettre en exergue la grandeur et la générosité de la première dame de Côte d'Ivoire. En instaurant ce fonds, elle contribue non seulement à la lutte contre la pauvreté auprès de son époux, son Excellence Alassane Ouattara, elle aussi contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette phase, ce sont environ 200 femmes qui bénéficient d'un montant allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Une action du FAFSI pour leur permettre d'exercer leurs différentes activités. Mais ces fonds sont remboursables sur une période de 1 an afin de donner la chance à d'autres femmes d'en bénéficier.
Un mot d'environnement dans ce journal. Depuis hier matin, il se tient ici à Abidjan une rencontre nationale d'identification des cibles des ODD, les objectifs de développement durable prioritaires pour la Côte d'Ivoire. C'est au siège des Nations Unies en 2015 que les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Un programme qui comprend 17 objectifs de développement durable et 169 cibles. On en sait plus avec Grace Kando. Les Nations Unies ont adopté en 2015 17 objectifs de développement durable ODD. Ces ODD portent, entre autres, sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, l'accès de tous à une éducation de qualité, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour identifier les cibles prioritaires des ODD en Côte d'Ivoire, une rencontre se tient ici à Abidjan. Ces 17 objectifs ont une particularité. C'est qu'ils sont universels et indissociables. C'est très difficile de les atteindre tous en même temps. C'est pour ça qu'une démarche possible, c'est de faire une priorisation de leurs cibles, donc les 169, pour savoir sur lesquels on va travailler d'abord, avant de passer aux autres. Nous avons l'opportunité de bénéficier de l'expertise et l'expérience de la francophonie qui dispose d'un outil capital et déjà expérimenté dans la sous-région et aussi au Canada. Pour réussir la mise en œuvre des ODD, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a élaboré une feuille de route. La sensibilisation, la consultation et la mobilisation de toutes les parties prenantes en vue d'une meilleure appropriation de ces ODD. L'identification et la validation des ODD, l'actualisation de la stratégie nationale de développement durable en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien concentrera donc ses efforts sur les cibles prioritaires définies de sorte à satisfaire les attentes des populations et à pouvoir tenir l'échéance de 2030 telle que souhaitée par les Nations Unies. Faisons maintenant un tour au Burkina Faso où un procès très attendu s'ouvre ce mardi. C'est celui des responsables présumés du coup d'État de 2015. Un an à peine après la chute du régime de Blaise Compaoré, des militaires de la garde présidentielle avaient tenté de prendre le pouvoir et de renverser le gouvernement de transition. Et comme l'année précédente, la pression de la rue a fait basculer la situation. Les manifestants et l'armée burkinabé avaient fait échouer le putsch. On y va avec Sidonie Davila. Perçus par de nombreux Burkinabés comme le procès du siècle, les audiences de mise en accusation de 84 inculpés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 se sont ouvertes ce mardi à Ouagadougou. Le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentielle, RSP, avaient tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Le RSP était la garde de Compaoré écarté du pouvoir le 31 octobre 2014 par la rue après 27 ans. Principal accusé de ce putsch, l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, le général Tienderi, s'est attaché, lui, les services de 5 avocats pour ce procès selon un de ses proches. Parmi les personnes mises en cause, 21 sont actuellement en détention à la maison d'arrêt et de correction des armées. 9 autres, en fuite, sont sous le coup de poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État, assassinat et complicité. 61 présumés accusés bénéficient quant à eux d'une liberté provisoire. Le coup d'État du 16 septembre 2015 au Burkina Faso avait fait 15 décès et 114 blessés, selon la coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire. Pour l'association des blessés, le procès ouvert ce mardi donne l'espoir de panser leurs blessures et envisager une réconciliation. L'audience est ouverte à l'abri des regards. Les caméras des journalistes étaient également interdites. Les débats à huis clos vont durer plusieurs jours. Un important dispositif de protection est prévu pour l'audience, mobilisant plusieurs centaines d'agents de sécurité à l'intérieur et aux abords de la salle d'audience avec des véhicules blindés.
Une trêve humanitaire de 5 heures par jour a été annoncée par Vladimir Poutine en Syrie. Cette trêve quotidienne débutera ce mardi et elle devrait donner un court répit aux habitants de la Ghouta orientale. Le président russe a donc, semble-t-il, décidé de mettre en application au moins partiellement la résolution adoptée samedi soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un point positif, mais cela ne veut pas dire pour autant que le pilonnage exercé par l'armée syrienne cessera le reste du temps. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.